قد أذن الظهر والطعام لا يفارق فكري على الدوام يبدو أني لا أقوى على الصيام أمي أشكو لك همي سامحيني أمي ماذا أفعل الآن أنا فعلا جائع وتفكيري ضائع سوف أشارك بالخذلان. Donc la fenêtre de la transformée de Fourier. Oui, monsieur. Très bien. Ok, donc comme je l'ai dit la dernière fois, ce n'est pas un cours obligatoire, d'accord? Vous êtes en vacances, donc ce n'est pas un cours obligatoire, c'est juste une séance de révision pour ceux qui veulent participer. D'accord? Bien. Donc on commence avec la transformée de Fourier. Donc là, on va résumer un peu ce qu'on a fait. D'abord, on a parlé du développement en série de Fourier d'un signal périodique. Donc, on a dit que si un signal était périodique, imaginatif de période T0. Alors, les S de K, ça s'appelle les coefficients de la série de Fourier de S de T. Alors, le signal S de T peut s'écrire de la forme suivante, donc sigma K en 2 moins l'infini plus l'infini. Donc S de K, S de K c'est la série de Fourier, avec les exponentiels suivants. De même, donc la série de Fourier S de K peut s'écrire de la forme suivante, donc 1 sur T0, T0 étant bien sûr la période, intégrale sur une période de S de T, exponentielle moins 2 J pi K T sur T0 dt. Bien sûr, les SDK représentent les coefficients de la série de Fourier. Alors, on vous a dit aussi qu'on peut également décomposer le signal S de T sous une autre forme. Au lieu d'utiliser la série complexe, on utilise la série A et B, donc sous la forme cosinus et sinus. Donc S de T, c'est A0 plus sigma A de K cosinus K de pi T sur T0 plus B de K sinus K de pi T sur T0. Donc dans la première forme, on a utilisé, regardez, S de K avec des exponentielles. Donc c'est la forme complexe. Maintenant la forme sous forme de cosinus et de sinus. D'accord? C'est la forme basée sur les cosinus et le sinus. Bien. On vous a dit aussi que A0 correspond à la valeur moyenne du signal sur une période. Alors, pour trouver A de K, utilisez la formule suivante, 2 sur T0, l'intégrale sur une période S de T cosinus K de pi T sur T0. Pour trouver B de K, c'est la formule suivante. C'est-à-dire, vous remplacez seulement cosinus, pas sinus. Donc, vous avez la formule en exponentielle, la formule en cos et sinus. Et donc, au choix, vous pouvez utiliser l'une ou l'autre. Vous avez une relation entre les séries de Fourier complexes et les séries de Fourier basées sur le cos et le sinus. Donc, vous avez S0, c'est égal à A0. S de K, c'est AK moins J BK sur 2. S moins K, c'est AK plus J BK sur 2. A0, c'est S de 0. AK, c'est SK plus S moins K. BK, c'est J SK moins S moins K. On vous dit aussi que si S de T est pair, donc si le signal est pair, alors les BK, les séries de Fourier BK sont nuls. Et si S de T est impair, alors les coefficients de Fourier AK, les séries de Fourier, pardon, AK sont nuls. Voilà, ça c'est concernant les séries de Fourier. On a aussi donné l'égalité de Parseval qui vous dit que la puissance du signal, c'est 1 sur la période intégrale, module de S de T au carré. C'est aussi égal à la somme des coefficients des séries de Fourier au carré. On appelle ça l'égalité de Parseval. Et on est passé à quelque chose de plus intéressant parce que les plus utilisés, vous allez utiliser beaucoup plus ça, qui est la transformée de Fourier directement.
Et donc, la transformée de Fourier, d'abord, on a défini la transformée de Fourier de signaux énergie finie. Donc, soit un signal S de t continu d'énergie finie, la transformée de Fourier grand S de f de petit s est définie par l'intégrale de moins l'infini plus l'infini S de t exponentielle moins j de pi ft dt. Alors, grand S de f est appelé spectre du signal. Spectre du signal. La formule inverse, c'est-à-dire qu'il vous donne le temps en fonction du spectre, c'est S de t égale l'intégrale, grand S de f exponentielle j de pi ft de df. Là, vous avez moins, exponentielle moins. Là, dans la formule inverse, vous avez exponentielle plus. D'accord? Est-ce que c'est clair jusque-là? Très bien. OK, donc on continue. Bon, on a défini donc les propriétés de la transformée de Fourier. On a donc si x de t a pour transformer grand X de f, alors x conjugué a pour transformer grand X conjugué moins f. C'est linéaire, donc axt plus byt, ça a pour transformer a grand xf plus b grand y. La dérivée nième de x, c'est j de pi f à la puissance n multiplié par x de f. On a vu aussi la propriété de la convolution temporelle. Donc, x convolué par y, ça donne grand x multiplié par grand y. Donc, la convolution, elle donne quoi? Le produit. De même, le produit, il donne quoi? Il donne la convolution. Regarde, x fois y, ça donne x grand x convolué par grand y. On a vu la propriété du retard. Donc, t moins t0 donne grand x de f exponentielle moins j de pi f t0. Et de même, la propriété du retard dans le domaine fréquentiel qui va donner xt exponentielle non pas moins, mais plus j de pi f0t. Et enfin, la propriété de la dilatation temporelle, xa fois t, ça donne 1 sur a, xf sur a. Est-ce que c'est clair? Ok, je vous remercie. C'est très important de me répondre, que ce soit par microphone ou bien par chat, pour que je sache si je peux avancer ou je réexplique. Parce que là, ça, c'est une séance de révision. Donc, c'est supposé être fait. Donc, c'est des choses qu'on a déjà vues en cours. Maintenant, dans la fin de touche, c'est le moment de poser vos questions. Bien, donc, on continue avec les formes particulières. Ici, S de t est réel, alors le spectre, l'amplitude est paire. Quelques propriétés du Dirac. Vous avez, si supposons un signal quelconque V de t, convolué par le Dirac, ça donne V de t. Donc le Dirac, c'est quoi? Un élément neutre de la convolution. Le V de t convolué par le Dirac retardé, c'est un signal retardé. Et le Dirac de A fois t, c'est 1 sur A, ou alors absolu, multiplié par le Dirac. On va passer maintenant à la transformée de Fourier de signaux périodiques. Parce qu'au fait, ce que nous avons vu tout à l'heure, c'est la transformée de Fourier de signaux à énergie finie. Donc, généralement, c'est des signaux quelconques, généralement pas obligatoirement périodiques. Là, on va voir les signaux qui sont périodiques. D'accord? Alors, soit S de t, un signal périodique de période grand t, égale 1 sur f0, dont la tf est notée grand S de f. Donc, la transformée de Fourier Sn f0 égale S de n, c'est 1 sur la période, l'intégrale sur une période, S de t exponentielle j de pi f0 nt dt. La formule du temps, donc la formule inverse, c'est S de t égale sigma grand S n f0 exponentielle j de pi n f0t. Donc, la formule qui donne le spectre.
la formule qui donne le temps fonction du spectre. Alors, vous remarquez que ici, pour les transformés de Fourier des signaux périodiques, la fréquence n'est pas continue, mais elle est discrète. Parce que quand un signal est périodique, son spectre est discret, d'où le théorème. On démontre que la TF d'un signal périodique de période T est discrète et avec un pas d'échantillonnage égal à 1 sur T. Est-ce que c'est clair? Ok, on continue. Donc, on a vu aussi la transformée de Fourier de signaux usuels. Ça, c'est x de t, donc le signal dans le temps. Et là, c'est dans la colonne à ligne de droite, c'est la transformée de Fourier du signal. Alors, vous avez le Dirac, sa transformée, c'est 1. 1, c'est-à-dire le signal qui est égal à 1, une constante, sa transformée de Fourier, c'est un Dirac. Rectangle de t, sa transformée de Fourier, c'est le signe de f. Cosinus de pi f0 de t, sa transformée, c'est 1 demi, un Dirac retardé, plus 1 demi, un Dirac avancé. Le peigne de Dirac, de période de grand T, sa TF, c'est 1 sur grand T, un autre peigne de Dirac. Et enfin, la propriété de symétrie, on appelle ça propriété de symétrie, qui vous dit si x de t a pour transformer grand X de f, alors grand X de t a pour transformer petit x de moins f. Est-ce que c'est clair pour les signaux usuels? Monsieur, cosinus ou sinus, c'est la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que si tu as la transformée de Fourier du cosinus de pf0t, c'est ça, donc c'est 1 demi delta f moins f0 plus delta f plus f0. Si tu as sinus, non. Sinus, tu n'as pas le droit. Ce n'est pas la même chose. Il faudra le transformer sous la forme cosinus. D'accord? D'accord, merci, monsieur. D'accord. Je vous laisse 2 minutes. Je vais vous laisser 2 minutes. Regardez bien la transformée de Fourier de sinusial et on revient au cours. C'est très important et je vous demanderai de la retenir. Donc, je vous donne 2 minutes pour mémoriser ça.
C'est bon, vous avez retenu le tableau des transformés de Fourier usuels. Est-ce que je peux vous poser une question maintenant sans regarder le tableau? Alors, Nassim, tu dis 1, c'est la fonction Heaviside. Non, non, non. 1, c'est le signal constant. Donc, x de t égale à 1. C'est tout. X de t égale constante. Une valeur constante qui est égale à 1. Je vais vous poser une question maintenant. Imaginez que x de t égale à 10. Alors, c'est quoi sa transformée de Fourier? Eh, d'accord, Ania, vous dites c'est un Dirac, mais la valeur, c'est quoi? 10 Dirac de t, non? Très bien, très bien, très bien, voilà. Donc, regardez, le tableau, entre autres. Donc, ça vous permet donc d'éviter de faire beaucoup de calculs, d'accord? Donc, si vous vous trouvez dans un exercice, par exemple, par exemple, cosinus de PF0, vous savez, pour faire la transformée de Fourier du cosinus en utilisant les intégrales, vous allez perdre beaucoup de temps, des fois vous allez faire des erreurs. Donc, si vous retenez ça, vous retenez bon, il y a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça va vous permettre donc d'économiser et le temps et d'éviter de faire des erreurs. OK, donc on va passer, s'il n'y a pas de questions, on va passer. Vous avez des questions? Monsieur, la transformée de Fourier à cosinus cardinal. Oui. Tous les 1 demi, le Dirac de f moins f0 plus le Dirac de f plus f0. Voilà. Divisé sur 2pi f0 t. f0. 2pi f0. Aoudli, je n'ai pas entendu ta question, apparemment, Aoudli, la question de La ta question. transformée de Fourier à cosinus cardinal de 2pi f0 t. Tu as le 5. Oui. شحال لقيت؟ Non, monsieur le 5, monsieur. Cosinus cardinal. Ah, le cosinus cardinal. Oui. Alors, le cosinus cardinal, on va le conche. Donc, si je ne vous donne pas quelque chose, il faudra le calculer. Étant donné que je n'ai pas donné le cosinus cardinal, bon, je ne l'ai pas donné, donc là, il faudra faire des calculs automatiques. OK, c'est normal. Je ne peux pas vous donner toutes les fonctions, parce que vous allez retenir toutes les fonctions. Là, ce n'est pas aisé, ce n'est pas intéressant. Très bien. Vous avez d'autres questions? Monsieur, Oui. تقدر تمثل لنا exemple وقت نستعمل la dernière propriété. La propriété de la symétrie. Oui. Ah ben, très bien, voici un bon exemple. Un bon exemple. Bon, donc je vais vous poser une question. Rectangle de t à la TF tau, c'est quoi? 5. Très bien, ok. Rappelez-vous de ça. Retenez ça. Maintenant, je veux connaître la transformée de Fourier de 5 de t. Est-ce que c'est comme la transformée de Fourier de 5 de t? Alors, vous allez utiliser maintenant cette propriété de symétrie pour déterminer la TF de 5 de t. Appelez donc la TF de 5 de t. Allez-y. Rectangle moins f. Très bien. Voilà. Rectangle de moins f. Et comme le rectangle, c'est un signal pair, donc c'est aussi égal à rectangle de f. C'est aussi égal à rectangle de f. Donc, tu peux dire que 5 de t a pour tf rectangle de f. Voilà, donc je vous ai donné un exemple très simple qui va installer la propriété de la symétrie. D'accord, merci monsieur. Il n'y a pas de quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Là, on passe. Monsieur, Oui. monsieur, comment on calcule Dirac 1 sur T? Tu veux dire comment calculer la transformée de Fourier de delta 1 sur t? Oui, monsieur.
واش تقصدي بالتي سي بوتي تي ولا غران تي Monsieur, la cinquième. Attends, نحسب معك 1 2 3 4 5 alors la cinquième c'est quoi le problème avec la cinquième ligne Monsieur, on a un direct de delta t en transformé de Fourier, tout l'ina 1 sur t, delta 1 sur t de f. oui c'est quoi le problème Monsieur, delta de 1 sur t. ah d'accord delta خليني منها on va voir un peu la gauche delta grand T de T c'est quoi c'est le peine de Dirac c'est-à-dire un Dirac on va à une distance grand T à un autre Dirac à une distance 2T à un autre Dirac une distance 3T à un autre Dirac jusqu'à l'infini allez ok delta 1 sur T c'est la même chose c'est un Dirac ok avec une distance maintenant chez T mais 1 sur T c'est un autre Dirac, on va 2 sur T, un autre Dirac, 3 sur T, un autre Dirac, etc. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur, merci. Très bien. Pas d'autres questions sur ce point-là? Ok, donc s'il n'y a pas de questions, on continue. Je pense que c'est la fin, voilà, donc c'est la fin du chapitre, pas un chapitre, mais résumé. Donc on a clôturé le chapitre 3, enfin le résumé de la transformée de Fourier. On va passer au chapitre 4 qui est la corrélation, donc on a déjà vu ça, mais là on va le voir d'une manière très très résumée, très brève. Je répète que les documents là que tu vous fais sont disponibles sur le site, donc vous pourrez les télécharger et les réviser et ce que vous voulez. Bien. Donc, on revient. Est-ce que vous arrivez à voir le chapitre 4? Oui, monsieur. Très bien. Donc, on va passer au chapitre 4. Fonction d'intercorrélation. Bon, généralement, on va appeler la corrélation directement, d'accord? C'est pas la peine de dire intercorrélation, dite corrélation. Donc, elle mesure le degré de ressemblance entre deux signaux. Donc, imaginez que vous avez deux signaux. Vous voulez savoir combien, à quel degré ces deux signaux se ressemblent. On calcule la corrélation. Ça, c'est la signification physique. On vous dit aussi, comme remarque, bon, d'abord, un signal à énergie finie, ça veut dire que son énergie, W, est inférieure à l'infini. Exemple, x de t égale avec temps t. C'est-à-dire que son énergie n'est pas infinie. Signaux à puissance moyenne finie, donc leur puissance P est inférieure à l'infini, c'est-à-dire que leur puissance n'est pas infinie. Exemple, x de t égale sinus de t. Bien. On a défini donc la corrélation en fonction, est-ce que c'est un signal à énergie finie, un signal à puissance moyenne finie, etc. Donc, le cas A, corrélation de signal à énergie finie. Là, on a supposé, dans le cours, on a pris des signaux généralement complexes. Dans le résumé, j'ai simplifié les choses. Vous voyez des signaux réels. Là, je réel parce que dans la majorité des cas, vous avez des signaux réels. Bien. Les définitions donc des corrélations. Donc, la fonction de corrélation ou intercorrélation, x, y de taux, c'est donné par l'intégrale de moins l'infini plus l'infini x de t, yt plus taux dt. La fonction d'autocorrélation, c'est l'intégrale de xt plus taux dt. Quelques propriétés. Donc, phi xy de taux, c'est égal à x moins taux convolué par y taux. Phi x de taux, c'est aussi égal à x de moins taux convolué par x de taux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez utiliser l'une ou l'autre des formules. Supposons que je veux calculer l'autocorrélation de x. Je peux utiliser... Attendez. Donc, je peux utiliser cette formule-là. D'accord? Ah non, non. Je dessine mal avec... je dessine très très mal. Bon, je vais mettre juste un tiret. Je peux utiliser cette formule à l'intégrale. Ou bien je peux utiliser cette formule-là,
Dans la convolution. Donc, utilisez la formule que vous voulez. Soit l'intégrale de xt plus taux dt, ou bien x moins taux convolué par x de taux. Bien. On vous dit aussi que phi x y de taux égale phi y x de moins taux, et phi x de taux égale phi x de moins taux, c'est-à-dire qu'elle est paire. Et là, vous avez le théorème. La fonction d'autocorrélation des signaux réels est une fonction réelle paire. Pas de questions? كيفاش نستعملوا لا ديزيام فورمول؟ نستعملوا كيما حبيتوا c'est quand vous voulez. ما كانش يعني un choix particulier. L'un ou l'autre, ou plutôt l'une ou l'autre. Donc, vous voulez choisir la première formule, utilisez-la. Si vous voulez utiliser la formule de la convolution, utilisez comme vous voulez. Déjà comme ça là, faites-le. Ok? C'est la formule qui vous paraît facile. Ok, donc s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer à la suite. Alors, densité spectrale d'énergie, et à notre grande phi x de f, alors c'est la transformée de Fourier de la fonction d'autocorrélation d'un signal réel ou complexe en énergie finie. Donc, elle est donnée par la transformée de Fourier de l'autocorrélation. C'est l'intégrale de moins l'infini plus l'infini phi x taux exponentielle magie de pi f taux des taux. C'est-à-dire sa transformée de Fourier. On appelle ça densité spectrale d'énergie. Et d'où l'identité de Parseval. L'identité de Parseval qui vous dit que l'énergie est donnée par Wx égale l'autocorrélation point 0. C'est aussi égal à l'intégrale du module de x de t au carré dt. C'est aussi égal à l'intégrale de la densité spectrale df. Donc, vous pouvez utiliser cette formule. Vous pouvez utiliser cette formule. Vous pouvez utiliser cette formule. Vous avez combien de formules? Pour calculer l'énergie, 3 formules. Donc, utilisez la formule qui vous plaît. Donc, là aussi, je ne peux pas vous dire peut-être il faut utiliser la première, peut-être il faut utiliser la deuxième, peut-être il faut utiliser la troisième. Utilisez celle qui vous plaît. Seulement, je vous tout mal quelle est la plus simple, la plus facile pour vous. D'accord? Pas de questions? Donc, on continue. Propriété de la densité spectrale d'énergie, on dit théorème. La densité spectrale d'énergie d'un signal est une fonction réelle paire. Bien, la densité interspectrale d'énergie maintenant, entre deux signaux x et y, la transformée de Fourier de la fonction d'intercorrélation de deux signaux énergie finie est appelée densité interspectrale d'énergie, et on en note toujours phi x, y, f, c'est la transformée de l'intercorrélation, c'est aussi égal à x étoile f, y, f. Bien, on va passer maintenant au deuxième type de signaux, qui sont donc les signaux à puissance moyenne finie. Toujours, on est dans le cas de signaux réels. Signaux à puissance moyenne finie. Et dans ce cas, les formules étaient de l'eau. Donc, phi x, y, taux, c'est donné par la limite quand t tend vers l'infini de 1 sur t intégrale sur t, x de t, y t plus taux dt. Et l'autocorrélation est donnée par la limite quand t tend vers l'infini, 1 sur t, l'intégrale sur t, x de t plus taux dt. C'est clair? Très bien. Donc, on continue. On vous donne quelques propriétés. Et que fait y x de taux, c'est égal à phi x, y de moins taux.
Et Px de taux, c'est égal à Px de moins taux, donc c'est une fonction paire. Et la puissance normalisée du signal est donnée par P de x, la puissance du signal x égale à l'autocorrélation au point 0. Donc la puissance, vous pouvez la calculer donc, par l'autocorrélation en mettant un temps égal à 0. Le théorème qui dit que la fonction d'autocorrélation des signaux réels est une fonction réelle paire. Densité spectrale de puissance, DSP. Alors, la transformée de Fourier de la fonction d'autocorrélation est appelée densité spectrale de puissance et elle est donnée par Px de f égale la transformée de Fourier de l'autocorrélation, c'est égal à l'intégrale de Px taux exponentielle de pi f taux des taux. Vous avez aussi l'identité de Parseval. Vous allez trouver souvent l'identité de Parseval pour chaque cas de signaux, d'accord? Le cas de signaux à énergie finie, le cas de signaux à puissance finie, d'accord? Et la forme générale est la même. Vous avez la puissance de x égale à l'autocorrélation point 0. Ça, c'est la première formule. Vous pouvez utiliser la deuxième formule, qui est limite quand t tend vers l'infini à sûreté intégrale de xt dt au carré. Vous pouvez utiliser la troisième formule, c'est l'intégrale de la densité spectrale de f df. Ou vous pouvez utiliser n'importe quelle formule que vous voyez devant vous. Pas de questions? On peut passer à la suite. Bien, monsieur. Ou bien. Alors, le troisième et dernier type de signaux, c'est les signaux périodiques, toujours dans le cas des signaux réels. Pour le cas des signaux périodiques, c'est-à-dire que le signal est périodique, on supposera qu'il a une période de grand T. Donc, l'intercorrélation Fx y taux, c'est 1 sur la période, intégrale sur une période, xt yt plus taux dt. L'autocorrélation, c'est égal à 1 sur une période, l'intégrale sur une période de xt plus taux dt. Donc, à deux moments, vous remarquez que la fonction de corrélation a plusieurs formules. Donc, s'il est à énergie finie, elle a une formule. S'il est à puissance finie, elle a une formule. S'il est périodique, elle a la formule. Il y a la formule du cas périodique. Alors, théorème, on démontre que les fonctions d'intercorrélation et d'autocorrélation de signaux périodiques de période T sont également des fonctions périodiques de même période. Vous avez donc, on va supposer un signal x de t en rouge, qui est périodique. Voici par exemple, bon, là, on a dessiné 3 périodes. En fait, c'est une infinité. Imaginez une infinité de périodes, ça se reproduit comme ça, une infinité de fois. D'accord? On va prendre le signal bleu, c'est une seule période. Donc, on va supposer le signal xt grand T, le signal en bleu, une période. Voilà. D'accord? Donc, le signal rouge x, c'est un signal périodique complet. Le signal bleu, c'est une seule période. Voilà, alors, l'autocorrélation Px de taux, c'est égal à 1 sur t, l'autocorrélation du petit signal bleu, convolué par le pain de Dirac. Ce qui nous donne aussi la répétition avec une période grand T de 1 sur t, l'autocorrélation du petit signal bleu qui est là. Où Pxt taux t, pardon, c'est la fonction d'autocorrélation du petit signal xt grand T. Est-ce que c'est clair là?
J'attends votre réponse pour continuer. Est-ce que c'est clair? Très bien. Ok, donc on passe à la suite. Alors, là aussi, dans ce cas des sinopériodiques, la densité spectrale de puissance est donnée par Px, c'est la transformée de Fourier de l'autocorps. C'est sigma xn au carré delta f moins t. Donc, c'est égal à ça. Donc, cette expression-là. Et toujours l'identité de Parseval qui vous donne la puissance totale du signal périodique peut se calculer de trois manières. Vous choisissez. Et par ici, vous avez encore quatre manières. Vous avez quatre manières ici pour calculer la puissance. Vous choisissez la formule qui vous plaît. Donc, la puissance de x, c'est phi x0, c'est l'autocorrélation 0.0. C'est égal à 1 sur t l'intégrale de xt au carré dt. C'est égal à l'intégrale de la dsp df. C'est aussi égal à la sigma 1 égale à moins l'infini plus l'infini. Donc, le module de xn au carré. Voilà, donc c'est le dernier point que nous allons voir, Inch'Allah, dans le chapitre 4. Est-ce qu'on peut clôturer le chapitre 4? Ou bien vous avez des questions? Monsieur, c'est quoi le xn? Le xn. Le petit x de t, c'est le signal temporal. Le petit x de t, c'est le signal temporal. Le grand x de f, c'est le spectre, si vous voulez, c'est la transformée de Fourier. Mais on a déjà dit que quand un signal est périodique, sa transformée de Fourier, si vous voulez, son spectre, n'est pas continu, c'est discret. Donc, au lieu d'avoir x de f, vous allez avoir x de n. D'accord? C'est pour ça qu'on a mis x de n et non pas x de f. C'est un signal discret. Il existe seulement sur des points spécifiques. D'accord? D'accord, monsieur. D'autres questions? Bien, on peut passer au dernier chapitre. Monsieur, le spectre, c'est un signal séquentiel. Le spectre, vous l'appelez signal, oui, on peut l'appeler signal. Oui, dans le domaine spectre, enfin, fréquentiel. En fait, le spectre, c'est quoi? C'est la transformée de Fourier. C'est la transformée de Fourier. On parle de spectre d'amplitude et de spectre de phase. Et le spectre d'amplitude, c'est quoi? C'est le module de la transformée de Fourier. Avec x de t, sa transformée de Fourier, c'est grand x de f. Et tu prends le module de grand x de f, il va s'appeler spectre d'amplitude. D'accord, merci. Pas d'autres questions? Très bien, donc on va passer au dernier chapitre, qui est le chapitre 5, sur l'échantillonnage et la numérisation des signes. Vous arrivez à voir le chapitre 5? Oui, monsieur. Très bien, donc on va commencer l'explication. Bien sûr, le résumé sont disponibles sur le site, vous pouvez les télécharger. Bien, pour introduire les choses, on vous dit que souvent, pour des raisons de simplicité, de précision, de stockage, bien sûr, stockage sur mémoire et traitement sur ordinateur, c'est très important. Donc, un traitement numérique est important. Donc, pour passer de l'analogique vers le numérique, on utilise donc une chaîne de conversion analogique numérique. Vous avez un signal x de t, vous pouvez passer par un convertisseur analogique numérique en tx de n. On fait les traitements numériques sur ordinateur, par exemple, sur téléphone portable ou n'importe quel système numérique. Vous avez un signal y de n qui en résulte. On fait l'opération inverse, donc un CNA qui va vous donner le signal continu analogique y de t à partir qui résulte de toute la chaîne de conversion. Bien. On a parlé d'un échantillonneur bloqueur, sample and hold. Vous avez donc le signal, n'importe quel signal, ça signal continu.
qui est un signal analogique. Alors, ce circuit, placé sur l'entrée analogique d'un convertisseur analogique numérique à un double rôle. Donc, d'abord, acquérir une valeur donnée de la tension présente à l'entrée du convertisseur analogique numérique, c'est-à-dire piquer la tension, ce qu'on appelle l'échantillonnage, mais la tension indique si vous ne la gardez pas, ne la préservez pas, donc elle va disparaître. Donc, ce deuxième point, c'est maintenir cette valeur stable et constante pendant toute la durée de la conversion, ce qu'on appelle le blocage. D'accord? On a défini l'échantillonneur. On a dit que c'est un interrupteur commandé par un signal numérique de fréquence FE. Donc, je fais le signal de tout à l'heure. Regardez comment c'était une belle sinusoïde ici. Et après échantillonnage, avec un pas d'échantillonnage bon TE, regardez ce qu'on a obtenu. Ça, c'est le signal échantillon. Maintenant, en utilisant le blocage, voilà ce qu'on obtient. Voilà, le blocage, il va bloquer donc l'amplitude ou la valeur de l'amplitude pendant un certain temps. La mémoire analogique, vous dit lorsqu'on ferme à l'instant T0 l'interrupteur de l'échantillonneur, un circuit électronique ou mémoire analogique mémorise la valeur de la tension. Et vous avez quelque chose qui est mémorisé. C'est clair? Pas de questions? Vous n'avez pas de questions? On peut continuer. OK. Donc, on passe à la suite. Alors, l'analyse temporelle, vous avez dans la conversion analogique numérique, bien sûr, dans le temps, plusieurs étapes, et donc vous avez plusieurs types de signaux. Alors, on vous dit en général, vous avez 4 types de signaux. Vous avez les signaux continus en temps et en amplitude. J'ai le signal X de t qui est là. D'accord? C'est ce signal. Vous avez les signaux discrets en temps, continus en amplitude x de t. Donc c'est ça. Vous avez les signaux continus en temps et discrets en amplitude. Je vais descendre un peu. Vous avez ça. D'accord? Vous avez les signaux discrets en temps et en amplitude, qu'on appelle aussi signaux numériques. C'est-à-dire tout est discret, qui est le temps, qui est l'amplitude. On est dans le dernier cas, ce signal. Regardez donc, ici vous avez donc un temps discret, c'est pas continu. Vous avez un temps, des amplitudes discrètes, d'accord, qui ne sont pas continues. Donc je vous laisse observer ce signal pendant 1 ou 2 minutes et on continue. Alors, est-ce que c'est clair pour vous maintenant? C'est quoi l'échantillonnage? C'est quoi la quantification? C'est quoi la numérisation? Vous avez des questions? En d'autres termes, est-ce que vous arrivez à voir la différence entre les 4 signaux? Oui, monsieur. Très bien.
Ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est le dernier signal. Le dernier signal qui est en bas à droite, qui est le signal numérique. Donc, c'est ça que vous allez utiliser pour le traitement sur ordinateur, sur téléphone portable, sur n'importe quel système numérique que vous allez utiliser. Vous savez, système numérique, vous le trouvez dans une machine à laver, dans une télévision, Smart TV, dans un smartphone, dans un computer, n'importe quel type d'ordinateur, dans une chaîne industrielle numérique. Donc là où il y a un système numérique, donc nous avons besoin de faire l'échantillonnage. D'accord? Je ne sais pas ce que vous arrivez à comprendre l'intérêt de la numérisation ou pas. La question est je suis en train de vous poser. Est-ce que vous arrivez à le voir? Non, monsieur. Non. OK. Vous voulez plus d'exemples? Est-ce que vous voulez plus d'exemples? Non, pourquoi on utilise le signal numérique et non pas le signal analogique? Très bien, très bien. Voilà, tu viens de poser une question très, très pertinente et qui mérite donc un peu d'attention. En fait, le mieux, bien sûr, c'est d'utiliser le signal analogique comme il est. Le mieux, vraiment, c'est l'idéal. Hein. Mais le problème, c'est que nous n'avons pas les moyens de traiter les signaux analogiques. On n'a pas les moyens. Jusqu'à présent, à ma connaissance, il n'existe pas d'ordinateur analogique. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas utiliser donc, le signal analogique. Les ordinateurs qui existent, c'est des ordinateurs numériques. Donc, pour traiter un signal, nous avons besoin d'un ordinateur. Pour téléphoner, tu as besoin d'un smartphone. Le smartphone, il travaille en numérique, il ne travaille pas en analogique, d'accord? Si tu veux utiliser ta télévision, c'est une Smart TV, donc tu as besoin d'un signal numérique. Tu veux recevoir un signal satellite, la télévision satellite, c'est en numérique, d'accord? C'est la nouvelle technologie. Dans une voiture, tu as un calculateur, le calculateur qui mesure toutes les grandeurs physiques, la vitesse, la pression, la température, etc. du moteur. Donc, c'est un processeur qui va traiter tout ça pour pouvoir régler ton moteur, par exemple. Et ça, c'est numérique. La machine à laver, dans une machine à laver, nous avons un processeur qui fait tourner le tambour, chauffer l'eau, etc. Arrêter le système. Donc, tout ça, c'est numérique. Dans un système cardiaque, donc, d'accord, qui permet de capturer le signal cardiaque, c'est en numérique. Il y a un processeur qui traite tout ça. Donc, tous les systèmes qui existent à ma connaissance, qui permettent donc de faire un traitement, une mémorisation, tout ce que vous voulez, c'est basé sur la technologie numérique. Donc, c'est pour ça que l'analogique est vite limité. Donc, on se trouve limité donc, à une barrière. On ne peut pas agir, on ne peut pas aller très loin. D'accord? Donc, voilà pourquoi on fait l'échantillonnage et la quantification. Ce qui revient à la numérisation. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, monsieur, merci. Il n'y a pas de quoi. Donc, Naoud Kombal, que quand on fait l'échantillonnage, ça veut dire discrétiser le temps. Quand on fait une quantification, on fait discrétiser l'amplitude. Quand on fait les deux, on obtient un signal numérique. Donc, on continue s'il n'y a pas de questions. Monsieur. Ah, vous avez une question, allez-y. Oui, monsieur, نقدر نروحوا من signal échantillonné le quantifié. Qu'est-ce que tu veux dire par un signal échantillonné et quantifié? Qu'est-ce que tu veux dire par c'est-à-dire quoi? La question que je n'ai pas compris. Monsieur, parce que avec les flèches, par exemple, qui m'a signal analogique, avec une flèche, نقدر نروحوا le signal quantifié. Oui. Oui, bien sûr. Ah, d'accord, j'ai compris. Enfin, je pense avoir compris ta question. C'est-à-dire que tu veux dire, je vais dessiner directement. Tu veux dire, est-ce qu'on peut faire ça?
Allez, il y a une question d'Yala. Oui, monsieur. Oui, on peut le Oui, faire. monsieur. Oui, oui. Généralement, c'est ce qui se fait. Oui, on peut faire ça. Pas de problème. Ok, donc s'il n'y a pas d'autres questions, on continue. Nous avons aussi défini le pas de quantification. Le pas de quantification vous dit que si un convertisseur analogique numérique utilise une gamme d'amplitude comprise entre Q min et Q max, et si on a L niveau de quantification, c'est-à-dire L valeur d'amplitude possible, alors le pas de quantification petit p est donné par Q max moins Q min divisé par L. Donc ça, c'est une formule. C'est-à-dire, si vous regardez, par exemple, dans une règle, quand vous mesurez, par exemple, une règle en centimètres, vous voulez mesurer, par exemple, votre cahier, par exemple. Si le cahier fait, par exemple, 20,4 centimètres, donc vous allez utiliser les centimètres, et en plus, on va les centimètres, mais il faut. Donc, il faudra utiliser quoi? Qu'est-ce que vous allez utiliser? Millimètres. Très bien, les millimètres. Qui fâche de là, bien tout simplement, un centimètre a été divisé par 10. Donc, c'est des graduations. Les niveaux de quantification. En fait, ce n'est pas des millimètres, ici, ce n'est pas des centimètres, c'est une amplitude. Ça pourrait être des volts, ça peut être n'importe quoi, n'importe quelle grandeur physique. Donc, le nombre de graduations, tu fais dans une règle des graduations, par exemple, qu'il y a une 10 par centimètre, là, donc, les graduations, c'est donc les niveaux, donc L valeur d'amplitude possible. Imaginez par exemple que je peux mesurer une valeur en volts, entre 0 et 5 volts, et on dit 5 valeurs. On dit 5 valeurs. Par exemple, on dit 1 volt, 2 volts, 3 volts, 4 volts, 5 volts. À deux moments, les niveaux. Par exemple, je ne peux pas mesurer 0,5, je ne peux pas mesurer 1,5 volts, je ne peux pas mesurer 2,4 volts. On dit 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait un niveau 5. Voilà, c'est juste pour fixer les idées. Donc, le pas de quantification, c'est la différence entre Q max et Q min divisé par le nombre de niveaux. Voilà. Vous avez la taille binaire du codage. Donc, la taille binaire n du codage au nombre de 8 est telle que 2 à la puissance n égale à L. L, c'est le nombre de niveaux, d'accord? Et 2 à la puissance n, L, c'est la taille binaire du codage, ça donne L. Vous avez aussi, on a parlé du débit de transmission d'un signal numérique. Donc, le débit de transmission d'un signal numérique échantillonné avec une fréquence FE et un codage sur n bits est donné par D égale FE multiplié par n, et c'est mesuré en bits par seconde. Est-ce que c'est clair jusque-là? Si vous avez des questions, posez vos questions. Très bien. Alors, si c'est clair, on continue. Alors, on passe maintenant à l'échantillonnage des signaux analogiques. Bien, dans le domaine temporel, l'échantillonnage revient mathématiquement à multiplier le signal analogique XET par le peigne de Dirac. Ça veut dire qu'on peut écrire que XET, c'est le signal échantillonné, est tout simplement égal au signal analogique multiplié par un peigne de Dirac. Donc, mathématiquement, ça revient à ça. Alors, pour calculer le spectre maintenant du signal échantillonné, donc, on va poser contexte de F le spectre de X de T et de F le spectre du peigne de Dirac. Et vous savez que
vous avez la formule ou le théorème de la transformée de Fourier qui vous dit la transformée de Fourier du produit. Donc, je suis là. Donc, la transformée de Fourier du produit, ça donne quoi? Ça donne une convolution. D'accord? Donc, automatiquement, c'est égal à grand X de f convolué par la théorème de ça qui est égal à 1 sur TE, delta 1 sur TE de T. Donc, après calcul, c'est 1 sur TE répétition de grand X de f. D'où le théorème. Le spectre d'un signal échantillonné est la somme d'une répétition périodique du spectre du signal analogique XF avec une période FE. Et là, vous avez un exemple. Vous avez un exemple simple. Regardez. Vous avez le signal X de t qui a pour TF, par exemple, ça, cette forme-là. Si on prend le signal échantillonné avec un pas grand TE, donc égal à 1 sur FE, alors ça, TF, c'est toujours ça, mais répété, répété, répété jusqu'à l'infini, avec une période de FE. FE, c'est 1 sur TE. Est-ce que c'est clair? Monsieur, comment Oui. on calcule la convolution? Comment on calcule? Quoi? La convolution. Ah, vous La voulez convolution. la formule de la convolution. Alors, je vais vous donner, Malish, on va passer ça, je vais vous donner la formule de la convolution. Après, Malish, on va vous donner la formule de la convolution. Juste pour sur ce point-là, est-ce que c'est clair ou là? Ça, vous avez des questions? Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Ouais, oui, ok, d'accord. Vous voulez dire oui? Ok, si j'ai bien compris. Oui, s'il y a un problème, vous m'arrêtez, non, pas de problème. Bon, donc, bon, ça c'était juste un théorème, vous pouvez l'utiliser, d'accord, dans les exercices. Et on va finalement, donc on passe donc à la condition de Shalom. Il dit que pour que l'échantillonnage se fasse sans perte d'information, il faut que la fréquence d'échantillonnage FE soit supérieure ou égale à 2 fois la fréquence maximale Fmax du spectre du signal. Donc, je l'ai mis en jaune ici. Donc, théorème Shannon vous dit pour que l'échantillonnage se fasse correctement, il faut que FE soit supérieur ou égal à 2 fois Fmax. C'est-à-dire, si le spectre TACOM fait une fréquence maximale, par exemple, de 1 kHz, la fréquence d'échantillonnage doit être au moins égale à 2 fois 1, ça fait 2 kHz. Vous pouvez prendre 2, vous pouvez prendre 3, 4, moyenne supérieure. Et coach inférieur à 2 fois Fmax. Est-ce que c'est clair là? Oui, monsieur. Très bien. Donc, je vais arrêter le partage un moment et je reviens. Donc, 1 minute, s'il vous plaît.
Ok, donc c'est juste pour revenir à la question de votre camarade qui m'a dit comment calculer la convolution. Avec donc la formule, donc je vous ai mis la formule de la convolution ici. Donc, par exemple, si je prends x de t convolué, je suis sur la deuxième ligne de l'écran. Est-ce que vous arrivez à voir le document Word? Vous arrivez à voir le document Word? Très bien. Regardez donc, la convolution de x de t par g de t de fonction quelconque. C'est l'intégrale de x de taux g t moins taux des taux. Donc, c'est l'intégrale de x de taux gt moins taux des taux. C'est aussi commutatif. Vous avez x convolué par y égale y convolué par x. Et on l'a fait dans l'un des premiers cours que nous avons fait en avant, donc avant le chapitre 3, je crois. Donc, est-ce que j'ai répondu à votre question? Je parle avec la personne qui m'a posé la question sur la convolution. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Ok, je ne sais pas si cette personne-là est toujours présente. Allez, donc voici donc la formule de la convolution. Moi, j'ai terminé avec la séance de révision et je vous laisse donc le soin de poser vos questions. Est-ce que vous avez des questions à poser? Est-ce que vous avez des questions à poser sur les 3 chapitres que nous avons fait? Est-ce que vous avez des questions? Il y a un de vos camarades qui m'a envoyé un email, je pense ça fait 1 ou 2 jours, qui a demandé de décaler la séance à 11 heures. Est-ce qu'il est parmi vous? Oui, monsieur, c'est moi. Ah, très bien, très bien. Excusez-moi de ne pas vous avoir répondu, j'étais très très occupé. Le problème, c'est que je ne suis pas disponible à 11 heures. D'accord, je l'aurais fait avec plaisir, il n'y a pas de problème. Quand je peux vous aider, c'est avec plaisir. Le problème, c'est que je ne suis pas disponible. Et c'est pour ça que je l'ai décalé en avance, en matinée, juste pour ma disponibilité, c'est tout. Voilà. Oui, il n'y a pas de souci, monsieur. Très bien. Donc, moi, j'ai terminé donc, ce que je voulais faire. On reste toujours en contact, il n'y a pas de problème. Vous pouvez me poser toutes vos questions durant le cours, que ce soit en présentiel, online, durant le TD, durant le cours. Pour ça, mettez-vous vraiment très à l'aise. Si vous avez des questions, il ne faut pas vous gêner à poser vos questions. Donc, est-ce que vous avez des questions avant de clôturer la séance? Non, monsieur. Très bien. Sur ce, je vous dis donc... Monsieur, je vais un chapitre. Sincèrement, je ne sais pas. Sincèrement, je ne peux pas vous dire. Que je suis en train de préparer les chapitres au fur et à mesure. Donc, en avançant, je pourrais vous répondre. Mais pour l'instant, je ne peux pas tellement vous répondre. D'accord? D'accord, monsieur. C'est le chapitre de l'échantillonnage هذاك كملناه كاع chapitre. Oui, le chapitre de l'échantillonnage, il me semble qu'on l'a terminé. Bon, ça reste à vérifier. Hein. Je ne me rappelle pas, des fois j'oublie. Je ne me rappelle pas exactement ce qu'on a fait le dernier cours. Il me semble qu'on a terminé. Ça reste bien sûr. L'information reste à vérifier. Je dois le vérifier. D'accord. Monsieur, pour cette semaine, le groupe B n'a pas cours ce lundi. Le groupe B, qu'est-ce qu'il a? Il n'a pas cours, monsieur. Donc, c'est possible de faire la séance ce jeudi. De 10h à 12h. Tu veux dire lundi ou bien jeudi? Non, monsieur, on va faire la séance lundi. Toute la section. Mais cette semaine, le groupe B n'a pas cours. Ah, il n'a pas cours la 12. Oui. Ah ben, c'est une excellente information. Donc, on peut le faire de 10h à midi, il n'y a pas de problème. Ce jeudi, monsieur. Bien sûr, le jeudi prochain, Inch'Allah. Ça vous arrange? Oui, monsieur, mais pour le groupe A, je ne sais pas, monsieur.
Non, le groupe A يقعد كيما راهو. D'accord. Le groupe A ما عندوش مشكلة الحمد لله يعني le groupe A c'est l'emploi du temps تاعو concernant le traitement syrien il est très très bien. Je pense même Ouma, je pense que les gens du groupe A ils sont contents d'avoir un emploi du temps. Je parle de TS. Le groupe B comme il a été décalé trop le soir, bon, j'ai demandé, ils ont aussi demandé aussi de décaler. Donc ok, on fait le jeudi, on fera le jeudi à 10h. Donc, s'il y a un changement, il y a un changement où votre enseignante qui a l'habitude de vous enseigner le jeudi fait un changement, vous m'avertissez par un email. Ok? D'accord, monsieur. Ok, donc je vous dis donc صحفتكم et بيتكم الصيام إن شاء الله. Et bonne journée à tous. Merci. On vous remercie, monsieur. Pas de quoi. حفظتك monsieur. Merci à vous.